Et tu sais, c'est cette phrase d'Einstein intéressante. Si j'ai 1 heure à consacrer à un problème, je vais passer 55 minutes à essayer de comprendre le problème et 5 minutes à regarder les solutions. Nous, et quand tu as justement des écoles qui sont avec un poids de la recherche important, les chercheurs, ils font beaucoup ce genre de sujet-là. Le sujet, c'est d'essayer de comprendre le problème, travailler sur de la data, et donc d'où l'importance encore plus grande de la recherche. Aujourd'hui, il y a des managers qui veulent avoir de plus en plus de compétences. Nous, on travaille plutôt à travers des doubles diplômes, parce qu'on pense que pour qu'un étudiant démontre sa compétence en ingénierie ou en tech, aujourd'hui, ça fait plus sens qu'il ait un diplôme de Centrale Supélec ou d'une autre école d'ingénieurs très reconnue. Et il peut afficher les deux sur son CV avec Neoma, et on comprend tout de suite qu'il a cette double expertise. On est en train tous de travailler à qu'est-ce qu'on doit faire avec la machine et qu'est-ce qu'on doit faire sans la machine. Et il est hyper important qu'il y ait des choses sans la machine et qu'on soit garanti qu'on garantisse qu'il n'y ait pas de la machine, parce que la meilleure des façons d'être remplaçable, c'est d'être un passe-plat. Hein. Je prends la solution, je la passe. Ok, tu sers à rien. Bien, Delphine et Loïc, merci infiniment de vous tenir face à moi aujourd'hui. Je sais que votre temps est très précieux, donc j'apprécie grandement votre venue ici. L'objectif, c'est de parler précisément de ce virage stratégique, du moins c'est comme ça que je le vois, de beaucoup d'écoles qui aujourd'hui accordent une place prépondérante à la double compétence, voire la triple compétence parfois, avec 2 modèles qui semblent se dessiner. Alors vous êtes tous les deux directeurs d'une des écoles de management les plus prestigieuses de France, donc évidemment votre avis est intéressant de ce point de vue-là, et je vous propose de dérouler différentes questions sur ce sujet. Au préalable, est-ce que vous pouvez vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ? Donc moi je suis Delphine Manceau, je suis la directrice générale de Neoma Business School qui est à Rouen, à Reims et à Paris. Et donc, Loïc Perrin, je suis directeur général d'HEC Paris. Parfait. Alors, je vous propose d'abord de commencer par une sorte de rétrospective historique. Vous savez, en classe préparatoire, on aime beaucoup faire ce genre de choses. Aujourd'hui, je le disais, les doubles et triples compétences sont très importantes en école de management, très représentées, mais néanmoins, ça ne date pas d'hier. Quand est-ce que ça a commencé au sein de vos écoles et même de manière plus générale au sein des grandes écoles de management ? Je pense que ça a commencé, je ne sais pas, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. La particularité des grandes écoles françaises, c'est qu'elles sont monodisciplinaires, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays où il y a des universités qui regroupent différents types d'écoles. Et il y a eu, je pense qu'il y a eu 2 phénomènes. Il y a eu l'idée de développer des programmes qui intègrent d'autres dimensions que le management, le droit, l'ingénierie, etc. Et puis il y a eu en même temps cette logique de continuum avec la classe prépa, qui fait que dans les doubles compétences, il peut y avoir aussi la géopolitique, par exemple, dans la continuité. Et donc, ça pouvait intéresser des étudiants de continuer à étudier ce qu'ils avaient étudié en prépa ou d'élargir leur perspective par rapport à des nouvelles matières. Bon, il y a eu une date un peu marquante, c'est aussi la création des masters spécialisés à une époque, mais là, c'était dans l'autre sens. L'idée, c'était que des ingénieurs voulaient avoir des compétences en management. Et ce qui est peut-être plus récent, c'est qu'aujourd'hui, il y a des managers qui veulent avoir de plus en plus de compétences en tech, par exemple. Ouais, nous, je prends la même réponse. Ça doit faire à peu près une quinzaine d'années. Je m'occupais de la grande école à l'époque, donc j'étais à l'origine de pas mal de ces signatures-là. Et il y a un élément, je pense, intéressant aussi, c'est que on a beaucoup d'élèves qui arrivent chez nous qui savent pas forcément pourquoi ils sont là, en tout cas. C'est-à-dire que c'était des très très bons élèves. Certains ont hésité entre différentes formations et ils ont été en classe préparatoire. Et donc, ils se sont retrouvés à dire « Waouh, génial, j'ai la possibilité de faire les deux ». Je me rappelle de la première fille qui a fait le double diplôme avec Polytechnique. Elle nous avait dit « J'ai hésité entre maths sup, maths spé et prépa HEC ». Et donc, elle arrive et elle se dit « Mais en fait, waouh, vous êtes en train de me dire que je vais pouvoir faire les deux ». Et donc souvent, c'était par appétit et de se dire mais en fait, je ne sais pas très bien ce que j'ai envie de faire. Donc, est-ce que je peux ouvrir assez largement le champ des possibles ? Et puis, je serai amené à choisir. Voilà. Aujourd'hui, la perspective elle est peut-être parfois un peu différente. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Est-ce que ça s'est fait par le haut parce que les écoles tout d'un coup se sont dit il est possible de créer des synergies entre nous, ou par le bas, par la demande précisément de ces mêmes étudiants ? Alors, nous, sur le cas des ingénieurs, par exemple, c'est venu d'en haut. C'est-à-dire que c'est vraiment, là, c'est plutôt l'offre qui a créé sa propre demande. Ils ont pris et ça n'a jamais été non plus des nombres incroyables. Hein. Au début, imagine, quand on a signé notre accord, nous, avec Polytechnique, je me suis dit, il va y avoir énormément d'étudiants qui vont le faire et ça reste, mesuré. Donc, ça a plutôt été
nous qui avons proposé ça et les étudiants qui ont suivi. Oui, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs modalités. Il y a la logique double diplôme dont on parle là. Donc, par exemple, nous, on a des étudiants qui vont à Centrale Supélec après ou en parallèle, qui font des parcours. Et il y a aussi parfois de la création de diplômes joints. Par exemple, nous, et là, ça vient clairement par le haut, on a un diplôme joint avec AgroParisTech qui s'appelle le Master Nova sur les sujets agroalimentaires, bio, et le business, comment on manage ce type d'activité. Et là, ça a été clairement une volonté de se dire, c'est un sujet important pour un certain nombre d'industries, créons ensemble un programme pour faire ça. Alors, en tout cas, c'est mon sentiment ces dernières années. Moi, j'ai observé une accélération de ce type de double diplôme. Donc, tu as cité à l'instant le double diplôme que vous avez sur le plateau Saclay avec Centrale Supélec. Depuis quelques années également, le double diplôme XHEC permet aux étudiants entrepreneurs en herbe de se former conjointement. Alors, c'est quelques exemples parmi d'autres. Comment vous expliquez ce phénomène d'accélération et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui concrètement? Quelle est la grosse louche, on va dire, le pourcentage d'étudiants qui sont concernés par ces doubles diplômes? Il y en a pas mal, parce c'est assez large ce qui se passe. Donc, dans des écoles de management, ce qui est intéressant, c'est que les profils des élèves qu'on forme, c'est des profils qui sont capables d'identifier des opportunités, une compréhension du monde, et c'est de dire là, il y a des opportunités intéressantes à développer. Ils doivent être capables de connecter les différents profils des gens avec lesquels ils vont travailler, tu vois, donc ils doivent être capables de parler les langages de ces gens-là. Et je pense qu'il y a une force extraordinaire dans les écoles de management, c'est cette capacité à faire, à rendre les choses possibles. Et donc on a ces forces historiques. Il y a toujours eu des gens qui étaient capables de dire on prend le sujet et puis on le porte. Maintenant, quand tu regardes beaucoup de grands challenges, ils sont pluridisciplinaires. Et donc, mécaniquement, cette capacité à parler les langages, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir parler avec des ingénieurs, parler avec des codeurs, parler avec des designers, elle est assez intéressante pour pouvoir pousser un peu, faire bouger les lignes. Et donc, c'est ça un peu le sujet qui a poussé les étudiants à se dire tiens, j'ai envie d'aller faire ça. Donc, initialement, c'était je sais pas trop bien pourquoi, mais j'ai envie de regarder un peu des choses différentes. Aujourd'hui, c'est de se dire les enjeux de régulation sont partout, la question du droit peut être un sujet important. La tech est un sujet particulièrement structurant aujourd'hui. Certains se disent ça m'intéresse pas des masses parce que c'est pas le secteur dans lequel je veux aller. D'autres se disent mais de toute façon c'est des choses à maîtriser. Et je vais travailler avec des ingénieurs. La montée en puissance de l'entrepreneuriat a joué aussi, tu vois, beaucoup. Et donc pour toutes ces raisons-là, ils ont voulu le faire. Donc maintenant, c'est pas, une fois plus, que des doubles parcours, des doubles diplômes. On a aussi, nous, beaucoup travaillé, et je pense Delphine, c'est exactement pareil, à la rencontre. Tu parlais du programme entrepreneur. Le programme entrepreneur, c'est un programme qu'on a fusionné avec l'X. C'est un programme qui existait à HEC depuis 40 ans, mais à un moment, on s'est dit, ça serait génial que les étudiants HEC passent aussi beaucoup plus de temps avec des étudiants ingénieurs, parce que nous, on voit bien que beaucoup de boîtes sont créées par des équipes pluridisciplinaires. Donc, voilà, l'idée, c'est de se confronter aussi à ces profils-là. Et donc, tout n'est pas double diplôme. On a intégré ça aussi dans nos parcours, ce qui fait que certains ont envie de faire des double diplômes, d'autres n'ont pas envie, parce que de toute façon, ils ont passé du temps avec des étudiants très complémentaires de ce qu'ils sont. Moi, je pense qu'il y a trois choses qui se passent en ce moment. L'IA, la tech deviennent un élément clé. Et quel que soit le métier qu'on va faire, que ça soit du marketing, de la finance, de la supply chain, on va utiliser l'IA. Il faut comprendre comment ça marche, parce que sinon, on va pas bien l'utiliser ou de manière naïve et erronée. Donc, il faut intégrer ces dimensions-là dans nos parcours. Le deuxième phénomène, c'est la situation géopolitique mondiale qui fait que nos étudiants ont besoin et vont utiliser dans leur métier futur, quel qu'il soit, une compréhension du monde et doivent avoir des compétences en géopolitique. Et le troisième élément, c'est la transition climatique et environnementale, qui fait que là aussi, si on veut dépasser une compréhension un peu superficielle de ces sujets-là,
À un moment, faut comprendre ce qu'il y a derrière et comprendre un peu les sciences qu'il y a derrière. Donc les trois font que je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt tous à intégrer ces sujets-là dans nos parcours pour tout le monde. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va faire des doubles diplômes, comme on en a avec l'IRIS. Je parlais avant de Centrale Supélec ou d'Agro, mais pour tous, je pense que ça fait partie du curriculum aujourd'hui, d'avoir des compétences dans ces domaines-là, donc c'est de l'hybridation. Et puis, ce qui peut être un accélérateur, c'est aussi le marché du travail, parce que les entreprises recherchent aussi des étudiants qui comprennent ces questions-là et qui n'ont pas une vision trop superficielle de ces sujets. Alors en matière d'intégration, il y a deux manières de faire. Il y a le fait d'internaliser ces doubles compétences. Je pense par exemple à Agathe, qui est une grande habituée de cette chaîne, qui intervient désormais en humanité, si j'ose dire, en tout cas en littérature à Neoma régulièrement désormais. L'autre possibilité, vous l'avez dit, c'est les doubles diplômes. Et là, on voit deux stratégies diamétralement opposées se mettre en place, avec des écoles qui ont tendance à beaucoup faire appel à des partenaires, d'autres qui souhaitent internaliser via des écoles créées ex nihilo et placées finalement à côté de l'école de management, des écoles de droit, de tech, de géopolitique, pour délivrer cette double compétence. Donc quel est votre parti pris et quelle vertu vous voyez au modèle que vous êtes en train de développer aujourd'hui ? Alors, nous, notre parti pris, d'abord, c'est de toucher ces thématiques-là dans le curriculum général auquel sont exposés tous les étudiants. Je veux le redire parce que ça veut dire que pour tous les étudiants, effectivement, ils vont suivre un cours de littérature sur ce que les grands textes de la littérature nous apprennent de l'entreprise. Ils vont faire de la géopolitique, ils vont faire du droit, ils vont comprendre l'IA et la tech. On a créé une Hybrid Week à Neoma où pendant une semaine, ils s'immergent dans une autre matière de leur choix et ils vont un peu... Voilà, ils essaient un peu de comprendre comment ça marche. Ensuite, s'ils veulent aller plus loin et effectivement affirmer leur double compétence, nous, on travaille plutôt à travers des doubles diplômes parce qu'on pense que pour qu'un étudiant démontre sa compétence en ingénierie ou en tech, aujourd'hui, ça fait plus sens qu'il ait un diplôme de Centrale Supélec ou d'une autre école d'ingénieurs très reconnue et il peut afficher les deux sur son CV avec Neoma et on comprend tout de suite qu'il a cette double expertise. De la même façon, en géopolitique, on a développé des doubles diplômes avec l'IRIS et ça montre qu'il a vraiment cette expertise avec des institutions qui, depuis des années, réfléchissent à la meilleure manière d'enseigner ces questions-là, qui ont des experts, qui font de la recherche dans le domaine, donc qui sont extrêmement pointus. Mais ça va concerner une petite partie des étudiants qui veulent vraiment afficher cette double expertise. Mais j'insiste, pour tous, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de la bonne formation en management de comprendre ces sujets. Enfin, moi, je suis très aligné avec ce que vient de dire Delphine. Et je pense qu'on a la capacité d'internaliser certaines choses. C'est-à-dire qu'on a un département de droit. Bon, on a historiquement fait droit. Il y a d'autres écoles qui ont des départements de droit. Un département d'économie potentiellement très très large. Et donc je pense que c'est des disciplines qui peuvent être assez proches de ce qu'on peut faire. On a toujours eu des cours de droit dans nos cursus. Et puis on a toujours eu des étudiants qui avaient envie de devenir avocat d'affaires ou autres dans nos cursus. Donc après, tu vois, cette continuité-là, à un moment donné, où est-ce qu'elle s'arrête et où est-ce qu'il y a une discontinuité ? Et donc, si tu veux rentrer dans le cadre beaucoup plus des sciences de l'ingénieur, tu t'improvises pas à école sur les sciences de l'ingénieur. Donc, soit t'es sur le management de la technologie. Et là, bien sûr que tu peux faire tout un ensemble de choses, mais c'est ce qu'on dit, c'est pas mal internalisé. Donc, tu peux annoncer que c'est une école à côté, mais tu peux dire aussi, bah non, c'est dans notre cursus. Donc, pour rester des très bonnes écoles de management, il faut qu'on soit traversé par ces sujets de sciences sociales, de géopolitique et de technologie. Donc ça a pris une place assez importante. Si maintenant tu veux vraiment pousser beaucoup plus loin la connaissance et aller sur des terrains qui sont quand même un peu différents, il faut aller le faire dans des écoles qui ont cette histoire, qui ont cette expertise et qui l'ont fait avec brio depuis longtemps, quoi. Ça, c'est côté enseignement. Et côté recherche, comment ça se passe ? Est-ce que vous arrivez à hybrider la recherche que vous pouvez faire avec d'autres institutions ? Je prends un exemple. On a un certain nombre de centres d'excellence HCR, le centre d'innovation, d'entrepreneuriat, etc. Et donc, on a un centre dans le domaine de l'IA, de la data, et il est commun avec l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, il est à la fois sur les enjeux de sciences, de business et de société. Alors, c'est vrai que
tu veux dire, la partie science, c'est plutôt l'Institut Polytechnique de Paris qui le fait parce que tu vas avoir des enjeux de cyber, de quantum, d'algorithmie, etc. La partie business, c'est peut-être un peu nous, la société, c'est un peu ensemble. Mais on voit bien que plus on travaille ensemble et plus on avance, plus nos chercheurs sont amenés à passer du temps aussi ensemble sur des sujets qui sont un peu alors à la fois aux frontières de la connaissance, mais aussi aux frontières des différentes disciplines, quoi. Donc, c'est pas simple, parce que c'est des champs disciplinaires qui peuvent être différents, mais on voit bien qu'ils arrivent à se nourrir, ou en tout cas être très curieux de ce que vont être amenés à faire les autres. Et donc, quand tu traites de grandes transformations, que tu as cité tout à l'heure, les enjeux à la fois de la robotique, on parle de robotique, tu peux parler d'enjeux très scientifiques de la robotique, mais tu peux parler d'enjeux de société de la robotique. Oui. Et donc, ces vues complémentaires, elles sont très intéressantes. Donc, oui, c'est pas seulement nos élèves, c'est aussi nos professeurs qui sont amenés à travailler ensemble. Est-ce que ce modèle, il est lisible à l'international? Je pose la question évidemment parce que le modèle prédominant, c'est le modèle anglo-saxon qui a plutôt tendance à réunir au sein d'une même université tous les départements. Est-ce que pour un Indien, un Chinois, un Bolivien, ce que vous faites est lisible, tout simplement? Oui, la preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent étudier dans nos écoles. Donc, c'est la preuve par les faits. C'est vrai que dans un certain nombre de pays, il y a des universités pluridisciplinaires. Néanmoins, elles ont en général une faculté de management, une faculté d'ingénierie, une faculté de mathématiques, une faculté de sciences sociales. Et même les institutions qui ont beaucoup développé les deux domaines, si je prends le Politecnico de Milan par exemple, qui est aujourd'hui assez reconnu en management, qui a une business school reconnue, c'est deux facultés distinctes. Imperial College, qui est très connu en sciences et en médecine, qui a développé depuis plusieurs années sa business school, ce sont aussi des facultés distinctes. Donc après, on pourrait discuter, est-ce que c'est plus facile de travailler ensemble si on est au sein d'une même entité ou si on est si ce sont deux écoles distinctes. L'avantage du modèle français où on a des grandes écoles disciplinaires, c'est qu'elles sont quand même très agiles et que du coup, elles arrivent aussi à nouer des partenariats étroits et à développer des projets de recherche communs, comme l'évoquait Loïc. Donc, moi, je pense que c'est lisible à l'international, pour revenir à la question initiale, et que ça fonctionne quand même très bien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ils viennent massivement. Après, il faut voir qu'on a été historiquement aussi des graduate schools. Donc, et donc, c'est aussi un moment où tu fais des choix un peu plus affirmés. D'accord ? Donc, des étudiants qui venaient en disant moi, je veux aller dans une école de management. Et donc, la demande pour ces doubles parcours, en tout cas, moi, je vois, elle est un peu plus marquée peut-être pour des étudiants français issus de classes préparatoires qui peut-être se disent mais tu vois, j'ai dû choisir, je savais pas trop. Et tu évoques des étudiants du monde entier. Quand tu as fait ton undergrad quelque part dans le monde et tu dis je veux aller à Neoma, je veux aller à HEC, je veux aller dans une business school. Et j'espère que dans le projet intellectuel qui est proposé, projet stratégique, je vais être bien formé, donc ces sujets-là vont être traités. Mais peut-être que ils n'ont pas forcément fait ce choix-là pour dire tiens, je vais faire aussi un passage dans une autre école. Donc ça, c'est un sujet. Et puis après, l'autre partie, c'est vrai que l'agilité est énorme, est extrêmement importante. Et puis, ça nous laisse, nous aussi, la liberté de choisir tout un ensemble de partenaires. Et donc, on peut décider de le faire avec le partenaire qui est à côté, on peut décider de le faire avec un partenaire qui est à l'autre bout du monde. Et donc, quand tu n'as pas forcément dans ton offre cette thématique-là ou cette discipline-là, tu peux enrichir très sérieusement les opportunités qui sont offertes à tes élèves. Alors, pardon, vas-y, je t'en Non, juste pour compléter ce point, parce qu'aujourd'hui, là, depuis le début de la conversation, on ne parle que des partenariats de ce type qui sont en France. Mais nous, par exemple, on a aussi des partenaires écoles d'ingénieurs à l'international. Et donc, nos étudiants peuvent aller passer en double diplôme ou pour une période plus réduite, peuvent aller dans une engineering school dans un autre pays aussi. Donc, ça peut aussi... les partenariats permettent aussi de combiner avec d'autres dimensions. Oui, absolument. Et ça, c'est plutôt nouveau à mon sens, donc c'est important de le préciser. Si on a parlé de l'offre, si on parle maintenant de la demande, est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années dans la demande des étudiants? Et est-ce que vous avez des étudiants, par exemple des étudiants de classe préparatoire, qui, dès l'entretien de personnalité, vous disent « je veux aller vers tel ou tel double diplôme » ou est-ce que cette réflexion, en général, elle accourt plutôt en première année, en deuxième année?
On n'a pas d'entretien de personnalité, donc ça tombe bien, ils nous le disent pas à ce moment-là. Mais moi, je vois pas nécessairement plus qu'avant. Okay, c'est-à-dire que ça a toujours été un élément de choix. C'est-à-dire que quand tu regardes les différentes écoles, tu te poses la question de savoir où est-ce que tu vas aller. Forcément, des étudiants vont dire moi, je suis très intéressé par les parcours que vous proposez là, ou vous, cette école, par les parcours que vous proposez. Donc, ils arrivent avec quelques idées, tu vois. Mais pour beaucoup, c'est aussi le début des interrogations. Et puis, ils arrivent avec des idées et ils vont faire des choses complètement différentes après. Donc voilà, donc je pense que c'est ouvert. L'idée, c'est que nous, on puisse les aider à accélérer le plus rapidement possible des réflexions sur leur projet professionnel. Et ça prend du temps, tu vois. Moi, je leur dis, effectivement, quand vous êtes arrivés, bravo, vous avez fait quelque chose de difficile, mais maintenant, il y a un projet de vie, et c'est aussi compliqué de définir un projet de vie. Et donc, c'est beaucoup des cerises sur le gâteau, comme disait Delphine, c'est-à-dire que on propose déjà tellement de choses, nous, où là, on se dit, ça, c'est pas discutable. D'accord ? Ces sujets-là, tu vois, les limites planétaires, les enjeux de l'IA, etc., c'est pas discutable. Enfin, ça doit faire partie de votre ADN, de votre façon de réfléchir à ces sujets-là. Maintenant, vous avez peut-être envie de pousser. Bon, voilà, on vous le propose. Donc, voilà. Maintenant, la demande, bien sûr qu'on passe beaucoup de temps à discuter avec nos élèves, qu'ils expriment plein de choses et qu'à chaque fois, voilà, nous, on existe, l'essence même de ce qu'on fait, c'est de se dire, ouais, est-ce que vous êtes content ? Donc, s'ils arrivent en disant, comment on pourrait avoir un peu plus de ça, ou est-ce qu'on pourrait être exposé à ces sujets-là, forcément, derrière, on y travaille. Oui, mais à culpa, j'aurais dû dire évidemment pendant les admissibles, puisqu'il n'y a pas d'entretien. Mais Delphine, puisqu'il y a des entretiens de personnalité à Neoma, tu pourras répondre précisément à cette question. Oui, justement, je vais répondre que c'est des entretiens de personnalité et je me méfie toujours de l'entretien sur le projet professionnel parce qu'on sait bien que parfois, même assez souvent, il a été un peu construit un mois avant les oraux parce qu'il fallait raconter quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des entretiens de personnalité. Moi, je trouve ça très sain que les étudiants sachent pas ce qu'ils veulent faire quand ils postulent à nos écoles. Je profite, même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est la majorité. C'est la majorité et c'est très bien. Et on est là justement pour les aider à réfléchir à leur projet professionnel. S'ils en ont un en arrivant, très bien, mais s'ils n'en ont pas, c'est très très bien aussi. Donc c'est un message que je veux toujours faire passer aux étudiants. Je pense qu'il y a des domaines qui sont montés en puissance, typiquement la géopolitique. On se rend compte nous on a, comme je disais, un double diplôme en géopolitique qui est très demandé, et on a observé cette demande-là. Mais on sait aussi que pour les étudiants, quand ils arrivent en école, en fait, ils ont tellement d'options. Ça va souvent d'ailleurs être des choix cornéliens parce qu'ils doivent choisir. On peut pas faire 3 doubles diplômes, on peut pas faire ça. Plus une vie associative, sportive intense, un projet entrepreneurial et plus d'un an ou plus à l'international. Donc après, ils vont faire des arbitrages. Je pense qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui s'intéressent au secteur de la tech et c'est normal compte tenu des transformations qui se passent. Certains vont le faire via un double parcours, d'autres non. Après, ça va être des choix différents. Mais tu vois, sur le sujet de la tech qui est quand même hyper intéressant, le réflexe, et même d'un certain nombre d'entreprises, et réflexe un peu même de nos sociétés, c'est de penser que c'est qu'un problème de tech. Donc l'IA, c'est un sujet de tech. Mais non, l'IA, c'est aussi énormément un sujet de transformation. Énormément un sujet de transformation. Et donc, tu dois comprendre de quoi tu parles, mais il faut mener des transformations assez significatives. Ça peut être des transformations organisationnelles, des transformations de process, de gouvernance, etc., etc. Et si l'IA demain aura un effet particulièrement important, c'est parce que il y aura eu des transformations. Et souvent, on pense que c'est un problème de tech avant tout. Et quand tu le prends comme un problème de tech avant tout, c'est assez incrémental, il peut ne pas se passer grand-chose. Donc, c'est à la fois un problème de tech et un problème de transformation. Et donc, c'est là où on a besoin de ces différents profils. Il y a des gens qui vont faire avancer la technologie, d'accord ? Mais tu as peut-être vu, il y a eu Arthur Mensch, là, était à l'X, faisant des jours. Il dit lui-même, voilà, je suis patron d'une entreprise, je code plus, je fais plus les trucs sur lesquels j'étais très top parce que je suis devenu quelqu'un qui organise, qui manage, qui oriente, etc., etc. Et donc, c'est aussi des éléments extrêmement structurants. Et donc, on a des élèves qui vont faire ça très très bien en ayant des bonnes compréhensions sans être des gens particulièrement
qu'un appétit de la technologie ou du code. Puis en plus, comme il y a de moins en moins de gens qui vont coder. Oui, effectivement. Alors, la transition est toute trouvée. Alors, sur ma fiche, j'avais noté, est-ce qu'à terme, 100% de vos diplômés seront double ou triple diplômés? Je vais poser la question un peu différemment. On entend aujourd'hui dans le discours, dans le débat public, beaucoup de personnes qui disent en substance que finalement, les compétences vont être très vite obsolètes avec l'IA, que ça va être compliqué pour les diplômés des grandes écoles. J'avais reçu il n'y a pas longtemps Olivier Babot, qui a écrit tout un livre là-dessus, dont le titre est sans équivoque. Quel est votre point de vue là-dessus? Et est-ce que vous pensez que désormais, ce sera un must-have d'avoir 2-3 compétences et que les seules compétences du management, entre guillemets, ne suffiront plus? Mais non, mais enfin, tu vois, c'est intéressant, c'est-à-dire que est-ce que ça change un peu les perspectives? Si on prend l'IA, là, parce que c'est quand même un sujet assez important. Les écoles ont souvent été beaucoup dans des enjeux d'optimisation, très orientés solutions. Okay. Donc, voilà, tu as des formations pour dire comment on peut faire la meilleure campagne, comment est-ce qu'on évalue une boîte, comment on va identifier ce qu'il faut fusionner, racheter, etc. Enfin, tu vois, il y avait tout un ensemble de sujets comme ça. Ce qui est assez intéressant, moi, je trouve, aujourd'hui, c'est quand tu regardes ce sujet-là, peut-être que ça, c'est des choses qui vont être pas mal faites par la machine. En tout cas, elle va te proposer un certain nombre de solutions, et c'est peut-être même tes valeurs qui vont te permettre de choisir. Et donc, tu déplaces un peu les sujets vers deux directions. Le premier, c'est est-ce que tu comprends bien le problème? Est-ce que tu es capable de construire ton modèle pour justement que la machine puisse te proposer des solutions intéressantes? Et tu vois bien, aujourd'hui, si tu prends une même idée, tu la prends sur 2 LLM différents, tu vas avoir des solutions qui vont être différentes. Si le même sujet, tu le décris un peu différemment, tu vas avoir des solutions qui sont différentes. Et donc, c'est plus de temps, sans doute, à comprendre le problème. Et tu sais, c'est cette phrase d'Einstein intéressante. Si j'ai 1 heure à consacrer à un problème, je vais passer 55 minutes à essayer de comprendre le problème et 5 minutes à regarder les solutions. Donc, nous, et quand tu as justement des écoles qui sont avec un poids de la recherche important, les chercheurs, ils font beaucoup ce genre de sujet-là. Le sujet, c'est d'essayer de comprendre le problème, travailler sur de la data, et donc d'où l'importance encore plus grande de la recherche. Donc, comprendre bien le problème, et je pense qu'on va passer plus de temps à faire ça. Et puis après, l'autre partie, c'est que, je sais pas, définir une stratégie, c'est 20% du temps. 80%, c'est de l'implémentation. C'est du management, c'est de l'organisation, c'est dans des choses. Et donc ça, parfois on le laissait un peu à le reste de ta carrière, tu vas aller apprendre sur le tas. Peut-être qu'on va devoir accélérer un peu les choses, parce qu'être capable d'implémenter des stratégies, à gérer des transformations, ça va être extrêmement important. Donc, tu vois, ça, c'est des sujets. Après, c'est une évidence, mais ça fait déjà un petit bout de temps, tu vas te former tout au long de ta vie. D'accord? Donc cette idée d'obsolescence, oui, obsolescence, donc on va se former tout au long de la vie. Et donc oui, ça c'est une annonce, et quand tu parles du livre que tu évoques, voilà, il évoque. Tu vas pas vivre toute ta vie sur un diplôme que tu as eu, et tu vas continuer à te former. Bon, ouais, c'est très important, et puis c'est d'ailleurs très intéressant. Donc oui, la formation continue va prendre de la place. Mais tu vois, on a à la fois un positionnement et un projet intellectuel qui va sans doute bouger un petit peu, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont être clés ou sur lesquelles nous, on peut insister pour continuer à être extrêmement légitime sur la manière dont on va former les gens. Mais par contre, penser que ton diplôme va suffire pour les 40 ans qui viennent, non. Très bien, c'est assez clair. Delphine? Non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Éloïc. Je pense que ce qui devient très important, c'est la capacité à embarquer les gens, à être créatif, à poser les problèmes de manière un peu créative et différente. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend beaucoup dans nos écoles, qu'on développe de différentes manières. Et je pense que la réponse au changement actuel, c'est pas d'accumuler les compétences à la sortie, ça va être au contraire de bien travailler ces compétences-là et ensuite, comme l'a dit Éloïc, de régulièrement se former, de s'adapter, de se mettre au goût du jour. On le sait bien aussi, on obtient des meilleures réponses de l'IA quand on pose bien la question et quand on comprend de quoi on parle. Quand on pose une question très naïve à l'IA, on n'a pas des réponses très intéressantes. Donc ça veut dire que quand même, il faut comprendre les sujets dont on parle pour bien utiliser la machine. Donc effectivement, je pense qu'on va se former régulièrement, qu'il y a des choses et puis aussi avec la maturité et l'expérience, on voit certaines compétences et on développe ses capacités de manière évolutive au cours du temps. Donc moi je suis très optimiste. Je pense qu'au contraire, on a besoin aujourd'hui de diplômes
parce que dans les diplômes de nos écoles, il ne s'agit pas que de compétences techniques, mais de compréhension du monde, d'avoir les fondamentaux qui permettent justement de bien utiliser l'IA et la machine. Et le fait d'étudier toutes les matières fondamentales qu'on étudie en prépa aide à comprendre le monde. Ensuite, dans nos écoles, on aide à comprendre et à formuler les problèmes et à les creuser. Et c'est ça qui permet justement de bien capitaliser sur les outils technologiques d'aujourd'hui et de demain. Et ça, il faudra continuer à le faire tout au long de sa vie. Et tu vois, on parlait de formation continue, on a beaucoup de gens qui viennent suivre des programmes de formation continue. Chez nous, formation continue, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui sont déjà en poste. Voilà, c'est ça. Pour imaginer que la seule demande qu'on ait, c'est sur les enjeux de l'IA tu vois, et de la tech. Or, on a énormément de demandes sur les enjeux de management du changement, des enjeux de leadership, sur des enjeux de posture, sur des enjeux de transformation. Et une fois de plus, on est dans des sociétés où il y a des transformations à la fois sociétales qui, à un moment, impactent l'entreprise, des transformations d'entreprise qui peuvent avoir des impacts sur la société. Et donc, la question de la transformation, elle est absolument fondamentale. Et c'est compliqué. La conduite du changement, c'est compliqué. Les enjeux de leadership, c'est compliqué. Ça se travaille, ça s'apprend. Et donc, on voit bien à quel point on peut jouer un rôle très important là-dedans. Un peu de prospective peut-être pour terminer. Dans les prochaines années, comment va évoluer votre offre de double diplôme, de double compétence ? Qu'est-ce qui est finalement à l'agenda de vos écoles respectives ? Nous, on travaille sur les 3 défis que j'évoquais au départ, c'est-à-dire les sujets environnementaux, géopolitiques, tech, droit aussi, parce que le droit est aussi en train de se transformer beaucoup sur ces sujets-là. Donc, on développe cette logique de compétences hybrides proposées. Comme j'ai dit, la première chose, peut-être j'aurais dû commencer par ça, c'est d'intégrer toutes ces dimensions dans le curriculum général que suivent tous les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre de quoi on parle, comment ça marche, quels sont les enjeux, et parfois faire appel à des scientifiques pour aller vraiment au fond des choses. Donc ça, on fait de plus en plus intervenir des scientifiques qui vont faire des cours, des conférences sur ces questions-là pour tout le monde. Et puis après, offrir effectivement des doubles diplômes pour ceux qui le veulent, en France ou à l'international, parce que là aussi, il ne faut pas forcément choisir entre les deux. Et ça évoluera. Je pense que l'agilité, on parlait d'agilité, c'est important parce qu'on est dans un monde qui change très vite. Et donc, c'est pertinent, à mon sens, de garder cette capacité en fonction de la manière dont les enjeux évoluent, de s'adapter en permanence. Tu vois, l'offre, on l'a. Enfin, tu vois, tout ce que tu as cité, c'est très important. On n'a pas forcément les liens avec les mêmes écoles, mais ce socle-là de partenariat, on l'a. Il va peut-être monter en puissance, peut-être qu'on aura un petit peu plus d'élèves qui vont le faire. Je pense que mais en tout cas, je vois pas aujourd'hui, tu vois, de trou dans la raquette où je me dis, là, il nous manque absolument ce sujet-là. Et je pense que c'est la beauté de tout ce qu'on a fait ces 10 dernières années, quoi. Enfin, effectivement, quand tu travailles à la fois, comme tu dis, avec les écoles d'ingénieurs, avec l'agro, avec les instituts d'études politiques ou autres, il y a vraiment, c'est assez impressionnant ce qui est proposé aux élèves aujourd'hui. Je pense que beaucoup de notre temps va être sur ce que nous, on offre sur nos campus. La question de l'évaluation, elle devient cruciale. Tu vois, je veux dire, on a, ces dernières années, on avait basculé plein de modes d'évaluation, d'examens, etc. Sur ordinateur. Bon, le sujet, c'est qu'on est en train tous de travailler à qu'est-ce qu'on doit faire avec la machine et qu'est-ce qu'on doit faire sans la machine. Et il est hyper important qu'il y ait des choses sans la machine et qu'on soit garanti qu'on garantisse qu'il n'y ait pas de la machine, parce que justement, cette capacité d'esprit critique et d'être certain quand même que je comprends de quoi je parle avant de prendre une solution, parce que la meilleure des façons d'être remplaçable, c'est d'être un passe-plat. Je prends la solution, je la passe. Ok, tu sers à rien. Okay. Par contre, si tu es capable de bien poser le problème, d'analyser le truc, potentiellement d'avoir l'esprit critique pour affiner ton modèle, avoir une capacité de jugement sur les décisions qui sont prises, et peut-être une fois plus, ça sera pas, tu seras moins bien placé pour choisir la plus performante, mais tu choisiras peut-être celle qui correspond à certaines valeurs que tu veux porter. Ça, c'est des sujets qui sont importants. Donc aujourd'hui, nous, il y a beaucoup de travail sur, ok, comment on garantit que la qualité de notre évaluation est la bonne, parce que ça va être un sujet clé pour les entreprises. Jusqu'à maintenant, les entreprises, par exemple, qui recrutaient, elles étaient beaucoup dans le sujet, on leur disait, faites-nous confiance.
on les a super bien sélectionnés, on les a bien formés, faites-nous confiance. Bon, aujourd'hui, elles veulent s'assurer que on a aussi continué à bien faire les choses dans la manière dont on les a formés. Et donc, il faut qu'on arrive à leur montrer ça. Donc, on va avoir des moments où ça se passe dans la machine, et puis il y a d'autres moments où ça serait complètement idiot de dire tout revient sur papier. Non, bien sûr, vous allez travailler avec la machine aujourd'hui, mais comment on va vous évaluer? Tu connais ça par cœur. Donc, c'est plus de papier quand c'est en machine, c'est plus d'oral. Mais là aussi, ça va être hyper intéressant parce que ça veut dire que des oraux, on ne peut pas mobiliser tous nos professeurs nécessairement avec autant d'étudiants, mais on va beaucoup travailler avec nos associations de diplômés. On va faire revenir peut-être beaucoup plus nos diplômés qui vont pouvoir participer à ça. Et donc, là aussi, c'est intéressant. Plus ce sujet se développe, plus les liens et la qualité de ton réseau de diplômés va être aussi structurante parce que, en fait, on devient des écoles beaucoup plus des plateformes. On a été des lieux d'enseignement et on a encore des lieux d'enseignement. On est des lieux de recherche et des institutions de recherche. Et je te dis, je pense que ça va être encore plus important demain de faire ça et d'abandonner la recherche. Je pense que c'est très risqué. Mais on devient aussi des plateformes où on a une capacité à amener à un même lieu, à un même endroit, des profils différents, des gens qui ont déjà fait, des investisseurs, des professeurs, des entrepreneurs, etc. pour craquer les problèmes. Et donc, moi, je suis très habité par cette idée qu'on va être un lieu où on va venir craquer un certain nombre de problèmes de société en amenant un plateau, tu vois, de gens qui vont t'accompagner. Et donc c'est ça. Et pour le reste, les partenaires, je vais pas dire qu'on a tout ce qu'il faut parce que on pense, mais tu vois, je me dis pas, il n'y a pas de trou dans la raquette aujourd'hui dans ce qu'on propose. Donc finalement, consolider un modèle qui existe déjà mais tu vois, sans gros problème. Cette raison d'être de l'école, pourquoi on existe, ça, c'est des sujets qui évoluent. Tu peux pas être seulement un lieu d'enseignement. Donc pendant longtemps, on a été un lieu que d'enseignement dans la plupart des écoles. Puis pour beaucoup, certaines en tout cas, sont devenues des institutions de recherche importantes. Et cette recherche, elle pèse, quoi. Elle doit éclairer le débat public. Et de plus en plus, on a cette capacité. Enfin, je pense qu'on a une force des écoles, c'est à créer des écosystèmes. Et ces grands sujets-là, ils vont être traités et gérés en écosystème. Donc, sauf si je te voyais acquiescer, si tu veux ajouter. Bon, voilà, ce sera. On est toujours d'accord avec c'est ça le problème. Ça va. Bon, ce sera la conclusion. Alors, merci infiniment pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage pour les concours qui approchent dangereusement et à très bientôt sur Major Prépa.